Et on accueille Alain Vélo, je le précise aussi, pour le Front National donc de Loire-Atlantique. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. Monsieur Ramour qui disait tout à l'heure qu'il était, disait sur son site qu'il était Macron compatible. Il a voté les. Allez, prenez le micro, Monsieur Rimbaud, c'est mieux. J'ai jamais dit que j'étais Macron compatible. J'ai dit que je pouvais voter certains projets qui me paraissaient aller dans le bon sens. C'est pas être Macron compatible, Monsieur Herbotto. Mais dire ça, est-ce que ça vient pas quand même perturber la lecture que l'électeur a? Non, mais on est dans une sortie d'une posture d'affrontement. Et forcément, il y avait une volonté de renouveau, et le renouveau passait par la possibilité pour ce que je pensais être une opposition comme la mienne, de dire là, il y a des projets qui sont intéressants. Que l'on mette 12 élèves par classe dans les ZEP avec un maître, c'était quelque chose d'intéressant. Donc on peut soutenir ça. Mais c'est vrai que le message est très compliqué, et de toute façon, aucun message ne passe. Le seul message qui passe, c'est donner une majorité à Emmanuel Macron. Ça, c'est passé. Alain Vélo. La parole, si vous permettez. Bien sûr. Je suis arrivé un peu en cours, mais enfin, j'entends débattre sur le ni gauche ni droite de M. Macron. La réalité, c'est que M. Macron, c'est la synthèse de la gauche et de la droite dans ce qu'elles ont de pire. Nous avons depuis très longtemps parlé, nous, au Front National, de l'UMPS. Ce que nous avons en réalité là, à la tête de l'État, c'est la synthèse parfaite de l'UMPS. Hugo Wallick, synthèse parfaite de l'UMPS selon le Front National. Qu'en est-il pour vous concernant la République en marche ? Ce que nous avons surtout, c'est une volonté de changer la France et de rassembler toutes les forces vives qui seront capables de porter un projet qui sera efficace pour la France et qui permettra de changer notre économie, de changer notre façon de voir les choses, de changer notre vision à l'international, de libérer les économies, de protéger les Français et de les réconcilier. C'est vrai que ce discours très simple, que tout le monde peut entendre, il a eu l'air d'être efficace. Que répondez-vous à Dominique Rimbourg aussi, qui disait tout à l'heure, finalement, on n'a pas parlé des questions de fond. Et là, on va y aller quand même. Et peut-être que les gens n'avaient peut-être pas ça en tête. Je pense que depuis que l'élection législative est placée après l'élection présidentielle, c'est une sorte de confirmation. Le projet, le programme, nous en avons parlé pendant toute la présidentielle, et il est évident que nos députés vont continuer à porter ce projet à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont là. C'est pour voter les lois que Emmanuel Macron a portées dans son projet. Donc c'est aussi simple que ça. Mais finalement, et peut-être la question s'adresse au moins à vous trois. On trouve que le débat de la présidentielle a presque été, entre guillemets, escamoté par les affaires Fillon, etc., qui ont un peu occupé l'avant-scène. Il y a très peu eu de débats pour la législative. Est-ce que avoir une majorité écrasante, forgée, j'allais dire presque dans l'absence de débat, ça ne signifie pas que le débat va venir après, soit dans des formes de désaccords, de tiraillements internes, soit dans des formes de discussion avec le reste de la société, c'est-à-dire celle qui sera très peu représentée au vu des résultats de ce soir. Si je peux me permettre, excusez-moi, c'est tout ce qu'on veut porter en marche aussi, c'est le débat. Et c'est pour ça que nous avons des comités locaux qui sont très actifs. Nous avons sur la Loire-Atlantique 7000 adhérents, je crois, et un bon nombre sont dans une cinquantaine de comités locaux qui parlent de tous ces sujets, qui débattent à l'intérieur de ces comités pour justement porter les projets qui sont importants pour nous. Dominique Rimbaud. On en débat. Mais tout ceci n'a pas permis de dissiper le flou. Le flou sur le contenu des ordonnances réformant le Code du travail, le flou sur quelles mesures vont être sorties de l'état d'urgence pour les intégrer dans le droit commun. Toutes ces questions-là ne se discutent pas. Et je pense que vous avez raison, Monsieur Leclerc. Vous avez raison parce que le débat, il va s'instaurer au sein d'une majorité qui va avoir tendance évidemment à se fissurer, pas tout de suite, dans 1 ou 2 ans, quand on va retrouver des clivages qui vont être des clivages importants. Et le débat, il risque de rejaillir dans la rue si jamais il n'y a pas la construction du consensus. Et je crois que on fait perdre à l'Assemblée nationale. Vous avez raison, là je partage votre avis, enfin je sais pas, à tous, vous n'êtes pas exprimés sur ce sujet, mais je partage votre avis, l'avis qui a été donné, c'est-à-dire que la législative vient confirmer la présidentielle, mais par là même, le rôle de l'Assemblée nationale est diminué, et cette Assemblée nationale dont la tâche est de discuter les projets des gouvernements, de les améliorer, de parfois s'y opposer, et de contrôler le travail du gouvernement, cette Assemblée nationale ne va pas remplir complètement son rôle. Ce que je regrette pour le pays. Pas pour moi. Moi, je suis vraisemblablement battu, je ferai autre chose. Mais ce que je regrette pour le pays. Alain Vélo. La question est de savoir qui incarnera l'opposition dont la France et les Français vont avoir tant besoin. Parce que, et sans doute sommes-nous d'accord, sommes-nous au moins 3 me comptant à être d'accord, ce qui s'annonce, ce que nous promet ce gouvernement est extrêmement inquiétant.
que ce soit en termes de fiscalité, c'est En Marche vers l'injustice fiscale, que ce soit en termes sociaux, on a parlé effectivement de la casse du droit du travail qui s'annonce. Bref, il faudra une véritable opposition. Ça sera vous, le Front National, l'opposition? Alors, je vais vous répondre. Et en même temps, le score national pour l'instant est à 14%, c'est oui, des enfin, tendances. Nous sommes hein, un soir voilà. de premier tour. Voilà, exactement. Il semble, effectivement, on parle sur des résultats qui sont partiels. Tout à fait. Il semble que le Front National soit en position de se maintenir dans de nombreuses circonscriptions. L'abstention tout à fait massive et extrêmement inquiétante en réalité qu'il y a eu aujourd'hui nous laisse voir que nous avons des réserves sans doute de voix considérables. Donc il va s'agir effectivement pour les Français républicains et patriotes de se mobiliser pour le second tour. Je termine sur l'opposition. Ce n'est certes pas de LR qu'il va falloir attendre une opposition dont les allégeances ont été à géométrie variable. Ce n'est certes pas d'un PS qui s'est effondré ce soir dont il va falloir attendre l'opposition. Oui, je l'ai dit pendant la campagne et je le redis ce soir, c'est évidemment les députés républicains et patriotes du Front National qui seront rassemblés autour de Marine Le Pen, qui devrait être élue, qui vont représenter la véritable opposition. Je vous redonne la parole avant que vous ne nous quittiez, Dominique Raimbourg, parce que vous êtes attendu sur un autre plateau. Une opposition, comme disait M. Avello, dans l'Assemblée nationale, c'est important, il faut que ça clive, il faut qu'il y ait débat à l'Assemblée nationale. Il faut à la fois qu'il y ait débat et qu'on sorte aussi de la posture d'opposition classique où on s'oppose dans l'hémicycle pour finalement essayer de trouver des compromis dans des discussions qui soient parfois des discussions de commission, parfois des discussions qui sont des discussions internes, de couloir. Donc il y a besoin d'une opposition qui soit une opposition qui ne se réfugie pas derrière des slogans, mais soit une opposition qui permette de rendre les choses intelligibles et non pas de s'opposer slogan après slogan contre slogan. Il y aura besoin de s'opposer frontalement, il y aura aussi besoin, il y aura, je pense, mais justement, ça ne se trouvera que très peu. Et je crois que c'est tout à fait dommageable. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, Dominique Raimbourg. Je vous libère pour le reste de la soirée. Merci de votre présence. Hugo Wallick, on évoquait cette notion d'opposition à l'Assemblée nationale. Comment vous le voyez, ça, vous, à En Marche? Parce que là encore, je reviens sur ce qu'on a beaucoup dit. Beaucoup de candidats En Marche seront probablement élus ce soir et sont des novices. En politique même, hein, tout court, ils viennent pour beaucoup de la société civile, pas tous, mais un grand nombre. Ils vont se retrouver dans un hémicycle où on va débattre de loin, où parfois c'est tendu, c'est chaud, avec une opposition qui sera peut-être tenace. Ça se prépare? Vous les formez? Ils sont... Bien, écoutez, avant de savoir peut-être, monsieur, qui va être le premier dans l'opposition à l'Assemblée, il faudrait peut-être savoir comment aussi. Parce que M. Raimbourg l'a très bien dit tout à l'heure. Ce qu'on attend aussi maintenant des futures oppositions, c'est-à-dire de ceux qui ne seront pas dans la majorité, pas de ceux qui vont combattre le plus fermement, mais ceux qui ne seront pas dans la majorité présidentielle, c'est aussi de construire. Et c'est tout ce que les Français ont rejeté ces dernières années, cette opposition systématique qui a amené à des situations de blocage exceptionnelles partout et sur tous les sujets. Donc nous, c'est d'abord ce qu'on souhaite. Donc une opposition constructive, c'est-à-dire que vous attendez, vous vous dites les autres groupes pourront parfois être d'accord avec nous. C'est un petit peu l'idée. C'est un peu l'idée. C'est envisageable, ça, Monsieur Raimbourg le disait tout à l'heure, et c'est ce qu'on attendait avant d'eux. Est-ce que c'est envisageable? Alors déjà, pour que ça puisse envisager quelque chose, il faudrait qu'on puisse revoir notre Constitution. Puisqu'en fait, là, on a vu le taux d'abstention. Enfin, il y a plein d'indicateurs sur notre société qui montrent que ça tourne pas rond. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait pouvoir faire, déjà pour commencer, c'est remettre en cause cette République et engager une constituante. Voilà. À partir de là, les Français pourront, s'exprimer, voir ce qu'ils veulent faire, et là, tout sera ouvert. Mais dans l'immédiat, s'il s'agit de casser le code du travail, s'il s'agit de mettre des mesures, intégrer l'état d'urgence dans le droit, enfin voilà, il ne pourra pas y avoir d'accord de toute façon, quoi. Alors, on me signale qu'on a Franck Louvrier en direct au téléphone. Ça concerne la circonscription numéro 7. On n'avait pas le définitif encore, mais que du partiel. Bonsoir, monsieur Louvrier. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Télé Nantes depuis votre circonscription. J'imagine que vous êtes à la Baule. Oui, tout à fait. Je suis dans la permanence non virtuelle, mais réelle, qui est la permanence qui se situe à la Baule pour la 7e circonscription. Très bien. Alors, nous, les résultats dont on dispose pour l'instant sont très partiels sur l'ensemble de la circonscription, mais définitifs, pardon. Mais là, je les ai. Voilà, ça y est, je les ai. Avec non, j'ai que du partiel pour l'instant. Mais en tout cas, on vous donne Madame Josso devant vous. Vous me confirmez? Oui, ça semble être se dessiner ce soir. Une avance
qui est en fin de compte la conséquence à la fois d'une très faible mobilisation de la part des électeurs de la droite et du centre, et puis aussi une avance due au phénomène national, qui est très clair, où on le voit bien, les candidats d'En Marche au niveau national ont pris une avance sur ce premier tour des élections. C'est une grosse surprise pour vous, Monsieur Louvrier, sur une circonscription où la droite était implantée ces derniers mandats? Vous savez, c'est une surprise pour tout le pays, parce qu'on le voit bien, la réalité c'est qu'on a des candidats En Marche que l'on n'a pas vus sur le terrain, qui étaient totalement absents, qui ont refusé l'ensemble des débats, et je souhaite maintenant qu'il reste plus que 2 candidats, c'est-à-dire la candidate d'En Marche et moi-même, qui ait des vrais débats face à face. Elle a évité tous les débats, que ce soit les débats radiophoniques ou les débats sur les sujets aussi importants que l'avenir de l'agriculture ou le bâtiment, et donc ces débats-là doivent avoir lieu maintenant, que nous sommes plus que 2 sur les 13 candidats qui étaient sur la ligne de départ. Vous avez une réserve de voix, selon vous, pour ce second tour? Vous savez, je pense que le premier tour nous apprend à comprendre qu'il n'y a plus du tout de parti traditionnel et que tout a éclaté et que les réserves ou ce qu'on pouvait considérer comme réserves ou dynamiques, elles se recréeront dès le lendemain de ce premier tour. Donc je pense que la première des réserves, c'est celle de la mobilisation des électeurs qui peut-être n'ont pas pu se rendre, ne sont pas rendus sur ce premier tour. Et puis la deuxième, bien sûr, c'est celle des gens qui vont prendre conscience des 2 personnalités qui vont se présenter à eux, parce que c'est vrai que pour l'instant c'était plutôt une campagne cachée de la part d'En Marche, avec comme principe la politique de l'éviction. Merci beaucoup, Monsieur Louvrier. Donc sur la 7e, on le rappelle, un candidat Les Républicains, mais c'est Madame Josso qui arrive en tête, Sandrine Josso, avec 42,9% des suffrages exprimés sur cette circonscription, et Franck Louvrier, donc successeur de Christophe Priou, n'obtient que 18%. Donc ce seront les 2 candidats pour le second tour. Monsieur Avello, avant de nous quitter, parce que vous devez aussi rejoindre un autre plateau, cette vague d'En Marche, quand même, elle vous surprend au Front National, parce qu'elle est là, manifestement elle est là, elle est réelle. Je vais intégrer, si vous voulez bien, ma réponse à cette question à une réaction que j'aurais faire au propos de monsieur, avant que nous en entendions, monsieur Louvrier. Vous parlez de 6e République, j'ai bien compris. Ce n'est pas notre position pour notre part. Nous sommes très attachés à la 5e République, qui a fait la preuve d'ailleurs par sa plasticité en quelque sorte et par sa longévité de ce que c'est évidemment un bon système institutionnel. Par contre, ce que je souhaiterais dire, et ce qui va me reconduire à ce que vous me demandiez, eh bien, c'est que ce que nous allons voir, c'est évidemment, encore une fois, les limites du scrutin majoritaire. Parce que, si on se fie en tout cas aux projections, il semble que la France insoumise doive arriver derrière le Front National, mais en projection de sièges, il semble que la France insoumise soit au-dessus. Bon, il y a un véritable scandale démocratique dans notre pays, mais cela ne me conduit pas à appeler à un changement de République pour autant. C'est le mode de scrutin. Un changement de scrutin. On sait que le mode de scrutin n'est pas constitutionnalisé de toute façon, donc on peut le changer sans porter atteinte ou modifier la Constitution. Effectivement, ça pose un véritable problème de représentativité démocratique. Merci beaucoup, Monsieur Avello. J'en profite pour vous remercier tous les 3 d'avoir fait ce début d'émission avec nous.